et messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement de capacité des professionnels des médias en prélude à l'élection présidentielle. Il s'agit de garantir une information fiable avant, pendant et après le scrutin. Le temps fort dans ce journal. Vol de véhicules à Conakry. La police nationale vient de démanteler un réseau dont le cerveau des opérations serait en détention au niveau de la maison centrale de Conakry. Et puis cette formation dédiée aux établissements culinaires du pays, un appui de l'ambassade d'Italie en Guinée, question de soutenir et promouvoir la consommation des produits locaux. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Mise en place des membres des 375 commissions administratives de centralisation des votes, CACV. La cérémonie a connu la présence des mandataires des 9 candidats en lice. Cette étape est une exigence du nouveau code électoral dans ses articles 103 et 104. Elle a été suivie de 2 autres cérémonies, notamment la remise d'équipements à la direction de l'ONESI et celle d'un chèque à l'Urtelgui. Compte rendu Amadou Touré. C'est conformément aux dispositions du nouveau code électoral en ses articles 103 et 104 que la Direction générale des élections, sous la supervision d'un huissier de justice et en présence des mandataires des 9 candidats en liste pour la présidentielle du 28 décembre 2025, a organisé ici à son siège le tirage au sort pour désigner l'ensemble des membres des 375 commissions administratives de centralisation des votes, CACV. Nous tirons au sort au niveau national parce que c'est une élection nationale. Donc nous avons 9 candidats en liste et nous avons plus de 375 CACV à mettre en place. À l'extérieur, nous n'avons pas de commission administrative de centralisation. Les centralisations sont faites par la Direction générale des élections. On envoie les procès-verbaux. Juste après cette cérémonie, la Direction générale des élections, dans le souci de répondre aux exigences d'un fichier électoral biométrique dynamique, a remis à la Direction générale de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, des équipements pour améliorer les services de cette institution. Je réitère encore notre engagement de vous accompagner pour que la vision du président, un citoyen, une identification juridique et numérique, soit une réalité, que la Guinée ne soit plus là à chercher à voir ses statistiques. Pour que l'État maîtrise sa population, il faut qu'il maîtrise l'état civil. Parce que vous voulez parler de la planification, vous voulez parler d'un projet, il faut que l'état civil soit fiable. Alors si la collaboration nette avec la direction des élections, qui nous pousse au moins, qui cherche à nous outiller pour que les officiers soient outillés afin de faire leur travail, vraiment c'est un plaisir, ça nous fait que le comprendre. Nous pensons que nous sommes soutenus. Dans le même registre, la Direction générale des élections a remis aux responsables de l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, Urtelgui, un chèque qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration portant sur la sensibilisation des populations pour un scrutin présidentiel apaisé à travers les médias membres de cette organisation de presse. À l'approche des échéances électorales, le renforcement de capacité des professionnels des médias s'impose comme un enjeu majeur pour garantir une information fiable. C'est dans cette dynamique que s'est tenue une session de formation sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Reportage Aboubakar Ami Kamara, Tierno Younoussaba. Ces journalistes des médias publics et privés ont pris part à cette formation axée sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. L'initiative émane du ministère de l'Information et de la Communication à travers la Direction générale du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Le travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail aisé. C'est un travail qui vous conduit dans les méandres de la souffrance. Parce qu'il faut traverser des ponts de lianes, travailler dans la poussière, sous la pluie, en pleine nuit, vous exposer justement aux pannes dans la circulation et même à des accidents.
pour respecter le droit d'accès des populations à l'information juste et une information justement qui devrait contribuer à renforcer le processus de démocratisation dans notre pays, la République de Guinée. Pendant 3 jours, ces participants ont bénéficié d'enseignements portant sur l'éthique, la déontologie et les bonnes pratiques indispensables pour une couverture équilibrée et crédible du processus électoral. Cette formation nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer nos connaissances et de mieux comprendre les exigences professionnelles, éthiques et déontologiques liées à la couverture électorale. Leur expertise nous a éclairés sur des notions essentielles telles que le fact-checking, la neutralité éditoriale, la vérification des sources, la gestion des tensions en période électorale, ainsi que la responsabilité sociale du journaliste. Cette session a également permis de sensibiliser les professionnels à l'importance d'un traitement de l'information responsable afin de contribuer à un climat apaisé durant toute la période électorale. Et puis réunis à Abuja, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont clôturé leur sommet ordinaire sur une série de décisions majeures concernant la sécurité, l'avenir de l'organisation et la situation politique dans la sous-région. Ils condamnent le coup d'État en Guinée-Bissau et exigent la libération de tous les détenus, tout comme une transition courte et inclusive. Reportage Mohamed Touré, Adama Mohamed Keita. Le sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest intervient cette année dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants et des enjeux politiques majeurs. Au cours des travaux, les chefs d'État ont largement échangé sur la situation sécuritaire dans l'espace communautaire, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La CEDEAO réaffirme la nécessité de renforcer la coopération entre États membres et d'intensifier le partage de renseignements. Excellence, l'avenir est radieux pour notre sous-région malgré les défis d'aujourd'hui. Nous avons besoin que toutes les mains aillent à la pâte pour faire en sorte que notre intégration marche pour sécuriser notre région et promouvoir la prospérité pour tous. Le sommet s'est également penché sur des questions politiques et institutionnelles. Les dirigeants ouest-africains ont réitéré leur attachement aux principes de la CEDEAO, en particulier le respect de l'ordre constitutionnel, la promotion du dialogue politique et la préservation de la stabilité dans les États membres. Cette 68e session ordinaire est un moment de définition majeure pour la CEDEAO, un tournant pour l'avenir de plus de 400 millions d'Ouest-Africains. Il y a 50 ans, nos pères fondateurs ont imaginé une communauté ancrée dans la solidarité, la coopération et le progrès collectif. Pays hôte du sommet, le Nigeria a appelé à une CEDEAO plus unie, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et de jouer pleinement son rôle dans la résolution des crises régionales. À l'issue de la rencontre, les chefs d'État ont convenu de poursuivre les consultations et de traduire les décisions prises en actions concrètes au bénéfice des peuples de la sous-région. Avec ce sommet ordinaire d'Abuja, la CEDEAO réaffirme sa volonté de renforcer la paix, la stabilité et l'intégration en Afrique de l'Ouest. Dans l'arrière-pays, le ministre de la Justice et sa délégation évaluent le niveau d'exécution des palais de justice de Kissidou et Farana. Partout, le constat est reluisant. Par exemple, à Farana, l'on s'achemine vers la remise des clés aux autorités. Tous ces chantiers, il faut le rappeler, sont entièrement financés par le budget national. Reportage Tierno Younoussaba. C'est le nouveau visage du palais de justice de Farana en construction. L'infrastructure se démarque du voisinage par son caractère imposant. Par cette visite guidée, le ministre de la Justice évalue le niveau d'avancement de l'infrastructure. Ici, le rythme des travaux donne satisfaction avec le taux avancé des travaux. Les travaux sont très avancés avec un taux d'exécution de 70%. J'ai demandé à la mission de contrôle de me proposer un planning d'exécution pour la finition des travaux. C'est sur la base de ça que je pourrais me prononcer par rapport à la réception de l'ouvrage. De Kissidou en passant par Farana, le ministre de la Justice, en compagnie de sa délégation, veut toucher du doigt les réalités sur le terrain.
Partout, les palais de justice avancent et le garde des Sceaux entame mettre les bouchées doubles pour la fin des chantiers dans un bref délai. Il est très difficile de faire des commentaires puisque l'infrastructure parle d'elle-même. Le directeur des infrastructures qui a reçu mes instructions dès sa prise de fonction n'a pas passé encore 2 semaines assis dans le bureau. C'est un homme de terrain. Cette infrastructure qu'il nous présente aujourd'hui avec son équipe comprend 33 bureaux et comprend 2 vastes salles d'audience. Il y a un sous-sol, une vaste cour. C'est vous dire que avec la refondation, chaque matin que Dieu fait, on montre à la population une nouveauté. La Guinée avance sous le leadership et la vision claire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya. Par ces infrastructures judiciaires, le gouvernement entend garantir l'accès à la justice pour tous avec la possibilité de faire examiner les affaires dans un délai raisonnable. Ces réformes ont donc pour ambition de rapprocher les cours et tribunaux des citoyens en quête de justice. Parlons également de santé. Plusieurs organisations en partenariat avec l'université Georgetown viennent de tenir à Koya une réunion de dissémination des résultats du projet de lutte contre la grippe aviaire. En toile de fond, réduire la menace de cette maladie dans les préfectures de Koya et Boké. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. Le souvenir de la grippe aviaire reste encore vif. En 2022, l'épidémie avait touché les sous-préfectures de Wonkifong à Koya, Moribaya à Forekaria, ainsi que plusieurs localités de Boké. Face à ce risque sanitaire, Santé Plus Organisation réunit aujourd'hui les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pathologie. Qu'est-ce qui fait qu'on est descendu? C'est qu'au niveau des États-Unis, il y a eu une épidémie de grippe aviaire. Et comme on sait que les oiseaux migrateurs quittent là-bas et viennent au niveau de nos plages, Capachez, vers Boké, ils peuvent venir avec des virus, contaminer nos oiseaux ici, contaminer nos poulets, sans qu'on se rende compte. Donc il fallait faire l'évaluation, l'étude approfondie pour qu'on puisse identifier si ça existe ou si ça n'existe pas. Après, les analyses qui ont été faites avec les laboratoires ici, laboratoires nationaux ici, laboratoires internationaux avec l'appui de l'université Georgetown et les autres universités, on a trouvé que pour le moment, il n'y a pas le virus de grippe aviaire. Après des prélèvements, des analyses et l'étude des données collectées sur le terrain, les résultats du projet sont partagés avec les parties prenantes. La réalisation de cette étude était essentielle pour mieux comprendre la situation épidémiologique, identifier les facteurs de risque et proposer des actions concrètes pour renforcer la surveillance et la prévention. Dans la suite du projet, l'université Georgetown travaillera en étroite collaboration avec Santé Plus Organisation et les acteurs nationaux afin d'aligner les actions sur les priorités du pays. Gouvernance sanitaire toujours, le manuel de procédure administrative et financière et le statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique sont validés à Koya. Ces 2 documents stratégiques vont servir de boussole à l'Institut dont le règlement intérieur date de 1995. Reportage Aboubakar Junior Camara. Dans cette salle, les cadres de l'Institut national de santé publique, les partenaires techniques et financiers de l'Institut et autres personnes ressources. Ils sont réunis pour la validation technique de 2 documents stratégiques, notamment le manuel de procédure administrative et financière, mais aussi le statut et règlement intérieur de l'Institut. 2 documents qui vont servir de boussole pour l'INSP. Dans ce projet, il est prévu de renforcer les aspects d'abord de la gouvernance de l'INSP, mais également ce projet permettra donc à l'INSP de rendre vraiment opérationnelles certaines fonctions clés qui sont la formation et la recherche scientifique. Mais l'INSP ne s'arrête pas là. Comme une structure de proposition concrète, l'INSP va pouvoir aussi proposer des perspectives et des solutions pour pouvoir renforcer non seulement les capacités du personnel qui intervient dans ce secteur-là, mais pour pouvoir aussi présenter les résultats scientifiques, les résultats de recherche aux autres structures qui interviennent dans le domaine de la santé publique. Le statut et règlement intérieur de l'Institut national de santé publique est signé en 1995.
30 ans après, ce document ne répond plus aux normes de procédure de décaissement des fonds à l'extérieur et ne prend pas les besoins de gouvernance actuels. L'évolution de la structure avec le contexte sanitaire fait apparaître aujourd'hui ce qu'on appelle le One Health, une seule santé. Ça veut dire que c'est une vision qui prend en compte l'intersectorialité dans la gouvernance de notre système de santé. Donc, alors qu'en 1995, il n'y avait pas cette vision intersectorielle. Donc, il est nécessaire que le nouveau statut soit sensible au système One Health. Après cette validation, le document va suivre les procédures administratives jusqu'à la présidence de la République afin de mettre en place le conseil d'administration et un budget autonome afin de faire face aux multiples besoins des citoyens dans le domaine de la santé publique. Agir contre le réchauffement climatique en Guinée, à Conakry, l'ONG Acorec, en collaboration avec ses partenaires, vient d'organiser une rencontre de sensibilisation sur la restauration, la protection et l'éducation environnementale pour sauver la forêt de Kakimbo. Les échanges ont regroupé cadres, acteurs de la société civile et étudiants. Reportage Pascaline Yomalo. Ici, dans la forêt de Kakimbo, est lancé ce samedi le projet Urgence Kakimbo, une initiative axée sur la sensibilisation à la restauration, à la protection et à l'éducation environnementale avec un objectif clair, lutter contre le réchauffement climatique et sauver ce massif forestier avec l'appui des autorités communales. Le but de cette rencontre, c'est de lancer le projet Urgence Kakimbo. Restaurer, éduquer, sauvegarder un patrimoine forestier fortement menacé au cœur de Conakry. Vous n'êtes pas sans savoir que la forêt de Kakimbo est une zone humide et qui regorge vraiment des échanges qui sont protégés et qui sont inscrits sur la liste rouge de l'UICN. Chacun se bat de son côté pour le maintien de la forêt de façon écologique. Donc si on a un projet qui est dénommé Urgence Kakimbo, ça ne fait qu'il nous réjouir et nous engageons à l'accompagner, d'être à son côté depuis à la fin du projet. Portée par l'ONG Acorec, l'initiative est saluée par le conseil de quartier de Ratouma Centre et les autres parties prenantes. Ça ne nous joue à plus d'un titre, parce que quand vous venez dans la forêt de Kakimbo, il y avait au moins un bon vivre à la forêt de Kakimbo. Mais vu le morcellement des uns et des autres, vraiment ça commence à disparaître. Et vu que la structure là est venue au secours, vraiment nous en tant que partie prenante, en tant que bénéficiaires directs de ce projet, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous sommes dans l'éducation. Notre rôle, c'est d'éduquer et d'instruire. On ne fera que sensibiliser les enfants, d'éviter l'abattage des arbres, à défaut de planter, de ne pas détruire. Sauver la forêt de Kakimbo, c'est préserver un patrimoine naturel menacé, un combat collectif pour l'environnement et pour les générations futures. Je vous l'annonçais dans les titres, la police nationale vient de démanteler un réseau de présumés voleurs de véhicules basé à Gomboya, dans la commune urbaine de Sanoya. Le groupe est composé de 5 individus, dont le cerveau présumé, connu sous le nom de Junior, actuellement détenu à la maison centrale de Conakry. À leur actif, 4 véhicules de type 4x4, dont 2 Toyota Hilux. Reportage colonel Morikaba. Ce coup de filet réussi par la police nationale concerne 4 véhicules, tous de marque Toyota, 2 Land Cruiser et 2 Hilux. Selon les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, ces véhicules auraient été volés par un réseau composé de 5 individus. Le présumé commanditaire des opérations serait actuellement logé à l'hôtel 5 étoiles de Corentin. Il s'agit de 2 Toyota Land Cruiser et de 2 Toyota Hilux double cabine. La fouille des 10 véhicules a permis de saisir des plaques d'immatriculation, des outils de mécaniciens et des sprays de peinture. Interpellé et conduit dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, Elhadj Ali Batra Kaba a reconnu au cours de son interrogatoire que les véhicules ont effectivement été retrouvés à son domicile, précisant qu'il s'agit bien de véhicules volés mis à sa disposition. Il a également révélé que cette opération aurait été facilitée par le nommé Mohamed Fofana, qui, avec son ami Alia, l'aurait mis en relation avec un certain Mohamed Diallo, alias Junior, qui serait actuellement détenu à la maison centrale de Corentin.
Interrogés, les accusés ont reconnu sans embâche les faits qui leur sont reprochés. Il a fait partir les premières voitures. Il y avait une RAV4 de couleur grise, une autre de couleur bleue, un Prado de couleur centre et un Micra de couleur rouge bordeaux. C'est après, les Land Cruiser là et les pick-up là sont venus. Donc, les véhicules là sont restés chez moi. Avant, franchement, moi je n'ai pas confiance de policiers. Maintenant, cette fois-ci là, j'ai beaucoup confiance aux policiers au nom de Dieu. Franchement, tu sais, on est prêt pour rembourser 115 millions, mais c'est grâce à policiers guinéens que j'ai trouvé ma voiture. D'après les enquêtes menées par la direction centrale de la police judiciaire, ce réseau serait impliqué dans plusieurs cas de vol de véhicules. La plupart des engins volés auraient subi des modifications avant d'être acheminés hors des frontières guinéennes, toujours selon les enquêteurs. À l'heure où la Guinée avance vers une nouvelle étape décisive de son histoire politique, la Basse-Guinée a choisi de parler le langage de l'unité pour la stabilité du pays afin d'aller à des élections apaisées. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. Cette mobilisation est une preuve de l'engagement de la jeunesse dans le maintien de la cohabitation pacifique en Guinée. Le message est clair, accompagner le processus électoral dans le calme pour préserver les infrastructures réalisées dans le pays. Ces jeunes se réunissent autour d'un idéal commun pour sensibiliser les citoyens pour une Guinée consciente et responsable. Nous avons décidé d'organiser la lecture du Saint-Courant pour implorer Dieu et pour que sa miséricorde soit sur la Guinée, afin que cette élection tant attendue se passe dans les conditions les meilleures. On a convoqué tous les coordinateurs des jeunes des 13 communes, les présidentes des femmes, ensuite les responsables de grands bureaux, nos sages, nos grands marabouts, nos califes, de venir implorer le bon Dieu vraiment pour la paix, la quiétude pour la nation. Initié par la coordination nationale de la jeunesse de la Basse-Guinée, l'événement rassemble leaders communautaires de jeunes venus de différentes préfectures de la Basse-Guinée et certains cadres de l'administration du pays. Sans l'unité, sans l'union, nous ne pouvons rien réaliser. Et j'en appelle à la bonne conscience de tout un chacun d'œuvrer autour d'un idéal d'unité et de développement de l'ensemble de la Guinée et en particulier de la Basse-Côte. Dans une atmosphère à la fois solennelle et fraternelle, la coordination nationale de la jeunesse de Basse-Guinée exhorte les citoyens à rester vigilants et unis avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Ces jeunes invitent également les différentes coordinations du pays à poursuivre la campagne de sensibilisation communautaire pour renforcer le tissu social entre les filles et fils de Guinée. Pour rehausser le niveau de la formation culinaire et de promouvoir la richesse des produits guinéens, l'ambassade d'Italie en Guinée offre une formation dédiée aux établissements culinaires du pays à l'honneur de la semaine de la cuisine italienne, une approche qui mène tradition guinéenne et savoir-faire italien ouvrant de nouvelles perspectives aux jeunes passionnés de cuisine en Guinée. Reportage Makeme Keleti Donzo. Cuisiner autrement, valoriser les produits locaux et encourager la créativité culinaire, tel est l'objectif de la formation gastronomique organisée par l'ambassade d'Italie dans le cadre de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Pendant plusieurs jours, des étudiants en hôtellerie et restauration ont été initiés aux techniques culinaires italiennes adaptées aux ingrédients typiquement guinéens. C'est la première édition de la semaine de la cuisine italienne dans le monde qu'on fait en Guinée. Normalement, c'est une manifestation qui dure une semaine et que tous les ambassades italiennes dans le monde organisent. Mais pour la Guinée, c'est la première fois. Pour cette première édition, on est déjà content d'être arrivé à organiser cela. On espère pour la prochaine année d'avoir encore plus d'élèves.
Au programme, maîtrise des sauces, équilibre des saveurs, techniques modernes de préparation. Toutes ces méthodes ont été intégrées autour de produits locaux tels que le fonio, les agrumes ou encore divers légumes du terroir. Ce partage d'expérience, aujourd'hui, j'essaie de faire de sorte qu'avec l'ambassade d'Italie ou bien la coopération italienne, de pouvoir partager mes expériences, aider les écoles. Au moins, quand les jeunes partent, ils peuvent partir avec un métier, avec un visa pour faire des stages et s'insérer dans le monde de la restauration. Ce qui m'a plus impressionné, ce sont des risottos. Parce que j'ai compris que maintenant, la cuisine italienne, c'est une cuisine très simple. Comme le dit le chef, la cuisine, elle est pauvre. Mais on comprend maintenant qu'avec les aliments, le goût, la douceur, c'est de la bonne cuisine. Cette initiative vise à renforcer les compétences techniques des jeunes, mais aussi à encourager la mise en valeur du potentiel gastronomique guinéen. Pour l'ambassade d'Italie, la gastronomie constitue un véritable vecteur de coopération culturelle. Ce partenariat culinaire contribue également à créer de nouvelles opportunités pour un secteur en pleine expansion. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.